Merci beaucoup Philomena, merci Jérôme, je suis très content d'être ici. Je reprendrai un peu les propos de Philippe ce matin pour voilà, ce congrès un peu singulier mais important qui se tienne. Alors je remercie le conseil d'administration de l'AFEF sincèrement pour la place donnée à la transplantation hépatique. L'année dernière, on avait une interface ABM-AFEF. Cette année, c'est la SFT-AFEF après le greffe 2. Et donc, c'est très important cette place importante qui est donnée. J'ai une maison à construire en 20 minutes, donc mes enfants vont être contents. Je vais poser beaucoup de problèmes, beaucoup d'enjeux. Je vais apporter aucune réponse. Les réponses arriveront ensuite par Fawzi. Donc je vais vous donner un petit peu des grands éclairages sur les difficultés que l'on rencontre et les enjeux après transplantation hépatique. Alors vous le savez, depuis plusieurs décennies, on a eu un élargissement et un enrichissement très important et progressif de notre arsenal thérapeutique sur la gauche, avec la possibilité maintenant, mais ça ne sera pas mon topic, de personnaliser de mieux en mieux, de plus en plus, les combinaisons thérapeutiques pour peut-être dans les futures années mieux comprendre les phénomènes d'immunotolérance et de s'affranchir progressivement d'un certain nombre d'immunosuppresseurs et d'avoir effectivement une amélioration dans la prise en charge des patients. Alors à droite, ça s'est concrétisé par une très grande amélioration des taux de survie, essentiellement à court terme, la première année. À moyen terme, les survies sont bonnes également, de l'ordre de 80% à 5 ans. Cet effort très précoce de l'amélioration de la survie, alors elle a été liée bien sûr aux améliorations thérapeutiques, mais quand on regarde ce tableau, évidemment, ce n'est pas l'arrivée du tacrolimus tout seul qui a permis les modifications de trajectoire de ces courbes de survie, évidemment. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu toute une modification de la prise en charge des patients. Sur le plan technique chirurgical, par exemple, une des très grandes avancées a été l'anastomose cavo-cave latérolatéral, à la place du clampage complet de la veine cave, la technique Starzl. Ça a été effectivement, ça a beaucoup amélioré la morbimortalité périopératoire. Toutes les stratégies d'antibioprophylaxie, évidemment, aussi, la gestion en réanimation, en soins intensifs des patients, la préparation à la greffe, on ne parle plus de période d'attente de greffe, mais plutôt de période de préparation à la greffe, et puis de façon plus récente, tout ce qui est les protocoles de réhabilitation accélérée après chirurgie, après transplantation hépatique, l'extubation bloc opératoire, le fait de les alimenter dès le premier jour. On a de plus en plus de sorties d'unités à J8, J10, alors qu'il y a quelques années encore, on estimait que la DMS était de 2-3 semaines minimum, incompressible. Donc il y a eu vraiment tout un engouement et une amélioration multidisciplinaire qui a permis ces efforts prodigieux d'amélioration de survie à court terme. Alors, les fondations, on va construire la maison ensemble. Les fondations, c'est quoi? Un des premiers problèmes, un des premiers enjeux, c'est le rejet aigu cellulaire dans les premiers jours. Alors, ça a beaucoup focalisé, je dirais, les équipes pionnières au début de la transplantation hépatique. Il fallait absolument éviter ce phénomène. Bon, une cellule immunitaire est représentée. Vous avez des différentes cibles, différentes molécules qui sont développées avec peut-être voilà, tout ce qui est, alors pas des anticorps forcément dirigés contre le TNF, mais des anticorps monoclonaux qui vont se développer et qui pourront encore enrichir l'arsenal thérapeutique. Et vous avez bien compris que ce sont les combinaisons thérapeutiques qui permettent de mettre des médicaments à des posologies suffisamment basses pour éviter des effets indésirables. Donc on doit jouer effectivement avec ce cocktail médicamenteux qui permet de préserver un certain nombre de complications, d'éviter un certain nombre de complications tout en évitant ce rejet aigu. Alors, il y a quelques années, quand je faisais mon DEA avec Philomena Conti, c'est vrai qu'en 96-97, 50% des patients au moins faisaient un rejet aigu d'allogreffe. Et vous voyez que les améliorations ont été considérables grâce à ces outils thérapeutiques, puisque maintenant, actuellement, on estime que 5 à 10% des patients vont présenter un rejet aigu, et puis la survie, comme on l'avait vu précédemment, c'était vraiment beaucoup amélioré. Alors, dans un monde moderne, c'est quoi maintenant le rejet aigu? Ça représente quoi? C'est plus un enjeu essentiel pour les équipes, puisque dans des études récentes, alors à gauche, vous avez l'étude française Simser, multicentrique. À droite, c'est l'étude d'enregistrement de l'Everolimus, la 2304. Vous voyez que les taux de rejet aigu attendus actuellement à 6 mois
Bon, voilà, on va dire voilà, un bras standard 2%, donc ce BPAR, c'est un rejet prouvé par biopsie. Hein. Donc on va biopsier, on va confirmer, et après la gravité, elle est donnée par la classification de Banff. Donc on a voilà, ici 2% dans ce bras-là, 10%, on est à 6 mois. Quand on se met ici à 1 an, à 12 mois, ben, on va doubler. Globalement, dans le bras contrôle, on est autour de 10%. Et puis ben, on va doubler les taux. Hein. De 10, on passe à 20%. De 2, on passe à 4%. Donc c'est assez cohérent. Alors, deux messages, hein, ce n'est pas non plus que dans les premières semaines qu'on a un rejet aigu d'allogreffe. Ça peut se prolonger pendant la première année. La première année est quand même assez stratégique. Et que vous voyez que voilà, les taux de rejet à 6 mois, on les double à 1 an, on retombe sur nos pattes. Mais finalement, ce n'est plus du tout un événement quotidien, ce n'est plus un événement fréquent. Est-ce que ça a un impact finalement? Est-ce que c'est un enjeu majeur dorénavant en 2020, d'avoir un rejet? Ben, en fait, on a très peu de données. Alors j'avais retrouvé ce papier de l'équipe de Montpellier sur le poids de la mortalité et qu'est-ce qui se passe après greffe dans la vraie vie d'un centre de greffe. Alors il y avait cette notion de rejet, 5 rejets, mais en fait, quand on regardait bien dans le détail, c'était une étude à long terme. C'était des rejets chroniques, ce n'était pas des rejets aigus. Et on sait effectivement, alors rejet humoral, rejet chronique, donc ce sont des situations difficiles à gérer qui peuvent générer effectivement une mortalité. Mais finalement, très clairement, le rejet aigu cellulaire n'est pas une cause fréquente, habituelle, quotidienne de décès et un enjeu majeur. Mais c'est les fondations parce qu'on va être focalisé avec un traitement qui va être mis pour l'éviter dans les premières semaines, dans la première année. Et ce traitement qu'on va mettre va conditionner toute la suite, toute la trajectoire du patient sur son évolution rénale et sur son évolution carcinologique. Et c'est là que vont se focaliser les véritables enjeux en termes de survie à long terme. Donc voilà le traitement immunosuppresseur, hein, parce que c'est finalement, on part avec de bonnes intentions pour sortir le malade de l'unité de soins intensifs, de l'hôpital. On est très focalisé sur le rejet aigu. Les chiffres sont bas, 5 à 10% actuellement dans un monde moderne. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? Ben, on va payer un prix qui reste lourd. J'aime beaucoup cette étude parce qu'elle compare des populations de patients greffés, des populations de patients non transplantés et transplantés sur des cohortes différentes, et vous voyez que malgré tous les efforts qu'on fait, on garde une différence en termes d'espérance de vie après greffe qui ne s'améliore pas avec le temps. Quand on compare la population générale sur des cohortes 85, 99, 2000, 2010 à des cohortes de patients transplantés sur les mêmes périodes, vous voyez qu'on n'a pas infléchi, enfin on n'a pas augmenté finalement la courbe de survie, de l'espérance de vie des patients greffés sur des périodes consécutives. Donc on a un différentiel de survie qui persiste sur le long terme, bien entendu. Et puis on a, je pense, un grand méchant qui est le cancer, qui est une des explications. Donc on a des efforts à faire sur le long terme, sur le 5, 10, 15 ans, 20 ans après greffe, puisque bien sûr notre objectif maintenant c'est de jouer sur cette espérance de vie à long terme. Alors cette mortalité, elle est différente selon les indications de greffe. Alors la maladie du foie et à l'alcool, vous voyez, ce sera les cancers essentiellement et le sepsis par rapport à d'autres indications. Donc bien sûr que la typologie de notre patient va rentrer en ligne de compte sur son risque de mortalité individuelle. Donc on n'a pas un profil général de mortalité, on va avoir des profils de mortalité, des risques différents individuellement. Alors j'aime bien ce papier, mais attention, il est beaucoup cité. Kimberley-Watt, vous voyez, c'est 2010. Donc elle le publie en 2010, et qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde ce qui s'est passé en termes de mortalité sur les 10-20 ans auparavant. Donc finalement, c'est le reflet des années 95, 2000, enfin voilà, c'est cette activité de greffe-là qui est rapportée en termes de temporalité d'événements conduisant au décès des patients. C'est-à-dire qu'actuellement, je ne suis pas convaincu que tout soit superposable, puisque la gestion actuelle de nos patients en termes d'immunosuppression, nos cibles, les molécules ne sont plus les mêmes, nos ciblages thérapeutiques ne sont plus les mêmes. Mais c'est quand même assez intéressant de voir des phénomènes. Alors il y a des phénomènes qui sont précoces, hein, la mortalité infectieuse, et ça je pense qu'on en est encore bien sûr confronté à ce phénomène. Il y a le grand méchant qui est effectivement le cancer qui se répartit, on va dire, d'une façon assez régulière au fil du temps, avec une incidence cumulative que l'on retrouve vraiment dans beaucoup d'études. Et puis des choses qui arrivent beaucoup plus tardivement, les causes rénales, le cardiovasculaire qui est un peu plus faible.
Donc attention sur l'interprétation de ces données chiffrées, mais la temporalité existe. On a une mortalité qui est précoce, un peu tardive, et on peut jouer effectivement sur un certain nombre de phénomènes. Alors, le gros œuvre, à mon avis, c'est le cancer de novo et la prévention des cancers, qui arrive tout au long du parcours du patient dans son suivi. Tout est là pour faire un cancer après une greffe de foie. Hein. Je vous le rappelle, vraiment tout est là. L'événement ne peut pas ne pas survenir quasiment. On a l'immunosénescence, la baisse de l'immunosurveillance, le traitement immunosuppresseur, des virus oncogéniques, des facteurs de risque individuels, la cirrhose éventuellement, la défaillance d'organes, l'insuffisance rénale. Tout ça fait que, bien sûr, l'événement va intervenir. Alors, le greffé hépatique moyen, c'est un homme blanc de plus de 50 ans, caucasien, volontiers tabagique, alcoolo-tabagique, dans la grande majorité des cas. Donc on retrouve finalement, on ne peut pas jouer sur beaucoup de facteurs, hein, on ne va pas pouvoir jouer sur beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus stringent maintenant dans l'évaluation des patients sur un arrêt et un projet de vie sans tabac, parce que c'est clair que c'est vraiment très associé au risque carcinologique post-greffe. Donc il ne faut pas que arrêter l'alcool, il faut arrêter également le tabagisme. Et puis après, il y a d'autres facteurs que vous connaissez, alors qui sont plus, on va dire, émergents. J'en reparlerai un petit peu après. Bien sûr, le syndrome métabolique et le développement du diabète. Alors j'aime beaucoup ce travail très élégant de l'équipe de Montpellier, parce que tout est expliqué. Ils ont mesuré et fait une moyenne des dosages résiduels de tacrolimus la première année et regardé ce qui se passait à long terme. Et voilà la relation entre les moyennes de dosage résiduel du TAC au cours de la première année de greffe et la survenue de cancer solide post-transplantation. Et donc, voilà, ça, c'était effectivement les dosages résiduels maintenant historiques, mais qu'on utilisait, qui étaient dans l'AMM, etc. Alors maintenant, on est beaucoup plus là. Tout ça pour vous dire qu'encore une fois, je pense que ce qu'on fait dans les premières semaines en termes de gestion du traitement immunosuppresseur et son poids, le prix va être payé beaucoup plus tard. Donc tout se joue vraiment de façon très très rapide dans les choix des molécules, dans les combinaisons et dans les cibles qu'on va avoir. Finalement, si on n'avait pas bougé, on reste avec quelque chose d'inéluctable. Tous les patients transplantés du foie sont quasiment convaincus d'avoir un cancer solide après greffe. Et ce n'est pas forcément leur rendre service. Alors bien sûr, ça a développé, entre autres, ça et le rein, bien sûr, Fawzi va en parler, le concept de la minimisation. Donc voilà, on vient de schéma avec la règle, c'était ça, les objectifs de TAC, et puis maintenant on est plus là, et puis bien sûr en maintenance, on peut se permettre d'être dans des ciblages beaucoup plus fins et ajustés. Alors, quand on regarde le cancer, c'est une catastrophe, effectivement, puisque Mario Altieri, Olivier Serret et puis toutes les équipes françaises, à partir de données cristal, ont permis de donner ces chiffres d'incidence comparative, de ratio d'incidence standardisée chez les femmes et chez les hommes, plus de 11 000 malades. C'est tous nos malades qui ont été greffés historiquement. Et vous voyez des catastrophes, cancer tête et cou chez la femme, cancer du larynx, des poumons. Alors chez l'homme, c'est pas mieux, mais la femme est particulièrement exposée, évidemment. Et donc ça attire l'attention. Alors Stéphanie Faure, l'équipe de Montpellier, avait bien démontré que finalement, cette mortalité dans une cohorte de patients françaises avec des patients qu'on voit tous les jours, c'est la principale cause de mortalité après greffe de foie. Les cancers solides, de novo, non hépatiques, surtout dans l'étiologie maladie alcoolique du foie, vous voyez, c'est un tiers de la mortalité qui est là, et d'une façon générale, c'est 25%. Donc c'est vraiment un phénomène, c'est vraiment le gros œuvre de la maison à construire, d'avoir notre vigilance attirée par ce phénomène. Puisque la mortalité après le développement d'un cancer solide, de novo, elle est catastrophique par rapport aux patients qui n'en ont pas, évidemment, c'est toujours l'équipe de Montpellier qui a montré ça. Alors le toit, c'est le sepsis. La toiture, c'est important, c'est une cause de mortalité également importante. Alors c'est compliqué d'aborder ce point, j'ai pas le temps, ça serait un catalogue. Beaucoup de choses sont possibles, il y a aussi une temporalité dans l'infection. Voilà, les premiers mois, 1 à 6 mois, après 6 mois, bien sûr qu'on est dans le nosocomial, dans l'opportunisme et le communautaire. Voilà, il y a certaines spécificités. Bien sûr que la réactivation par le CMV est la complication la plus fréquente, mais la maladie CMV est quand même maintenant devenue inhabituelle, n'est pas une cause de mortalité par rapport à des infections d'autres natures, ABMR ou opportunistes. Et puis on a progressé dans la prophylaxie, bien sûr, d'un certain nombre d'infections, toxoplasmose et pneumocystose. Je ne peux pas rentrer plus dans le détail, évidemment, mais c'est aussi un enjeu, c'est aussi un problème que l'on doit gérer. Et on peut très bien imaginer, dans vos centres,
d'avoir des schémas d'immunosuppression qui sont un peu personnalisés. Voilà, mon patient était défaillant rénal, je fais ça. Ce patient est à haut risque infectieux, je fais comme ci. Voilà, je vais jouer avec différentes molécules. Alors l'infection, le sepsis, 10% des causes de mortalité, donc c'est un point bien sûr majeur dans la gestion des patients. Alors la chaudière et la cuisine, c'est le cœur, les MACE. Alors c'est les événements cardiovasculaires majeurs. Alors dans la définition historique, c'était vraiment des choses très dures. C'est l'arrêt cardiaque, l'infarctus, la décompensation cardiaque et je crois l'ischémie de membre, l'AVC et l'AIT. Donc c'est des gros événements cardiovasculaires. Alors après, méfiez-vous dans l'interprétation de la littérature. Quelquefois, on rajoute des troubles de conduction, des troubles du rythme, la FA, etc. Bon, forcément, on va avoir des chiffres qui vont être très importants. Mais dans la vraie définition, c'est des événements majeurs cardiovasculaires de cette nature. À gauche, vous voyez un petit peu, voilà, un tiers de nos patients à moins de 10 ans vont faire ce type d'événement. Et à droite, vous voyez quelque chose, alors c'est des données de registre UNOS, mais conjonction, si on a effectivement une obésité, un diabète, bah ça on a une surmortalité post-greffe dans les registres, et cette surmortalité, elle est cardiovasculaire essentiellement. Donc c'est un point, bien sûr, de vigilance. Alors, Fawzi va sûrement en parler, on a la main un peu là-dessus pour tenter de prévenir un peu. Certains schémas immunosuppresseurs seraient un peu plus protecteurs en termes d'événements, d'incidence d'événements, en termes de patients sans événements au fil du temps. Mais encore une fois, ça va être abordé par Fawzi, on aura le temps d'en parler. Alors, un point qui est, alors pourquoi on a beaucoup d'événements, on est en manque de consensus, l'évaluation cardiovasculaire, elle est très hétérogène. Alors voilà, il y a des évaluations, tout le monde fait du structurel de repos, le fonctionnel de stress à l'effort, sa valeur, sa reproductibilité. Voilà, on fait ce qu'on peut, on va dire, entre des échographies cardiaques de stress, la choro, des scores, l'IRM cardiaque. Voilà, on compose, mais on n'a pas de réelles recommandations pour améliorer ça. Cette diapositive comporte un petit message personnel à 2 membres du conseil d'administration de la FEF. Ce n'est pas sur le poids. On a regardé à Lille un peu l'évolution du BMI après greffe de foie et vous voyez, alors c'est pas quelque chose qui est complètement méconnu. Il y a une prise de poids régulière et la proportion de patients obèses va augmenter au fil du temps après transplantation hépatique, 22% à 5 ans. Vous voyez que cette linéarité. Alors c'est un vrai souci. Alors l'explication, c'est compliqué. C'est le circuit de la récompense, il y a une appétence pour le sucré, il y a un switch glucidique globalement après greffe de foie, comme quand on arrête de fumer par exemple. Donc il y a plein d'explications qui peuvent expliquer ça. Mais bon, c'est effectivement important d'avoir l'attention aussi attirée là-dessus, puisque ça va conduire à majorer bien sûr ce risque cardiovasculaire qui est quand même significatif, encore une fois, dans l'étude vraie vie de Montpellier en termes de cause de mortalité. Alors le rein, très rapidement, oui, le papier historique d'Ojo était intéressant, il comparait effectivement l'évolution et l'incidence cumulative de développer une insuffisance rénale chronique après greffe, après différentes greffes d'organes, et le foie était bien représenté puisque c'était le 2e organe qui générait le plus d'insuffisance rénale chronique. Et encore une fois, des données d'études récentes. Je crois que j'ai dû reprendre l'étude multicentrique Simser et puis la 2304 avec des bras pour vous dire qu'encore une fois, tout se joue très très rapidement. On est là ici en mois, donc vous voyez le 1er mois, le 2e mois, ici ce sont des semaines. Donc encore une fois, nos choix thérapeutiques et nos orientations thérapeutiques précoces dans les premières semaines, dans les premiers mois, vont expliquer ce qui se passe ici à 6 mois, ici aussi à 6 mois en termes de fonction rénale. Donc il faut garder ça à l'esprit et c'est un enjeu majeur, précoce dans la gestion du traitement. Et enfin, la maison est presque construite, c'est la piscine. Alors la rechute de la maladie initiale, bien sûr qu'on ne peut pas ne pas parler de la rechute de la maladie alcoolique du foie. Encore une fois, l'équipe de Montpellier avait démontré il y a longtemps que jusque 5 ans, il ne se passait rien si on rechutait versus on ne rechutait pas. À 10 ans, en revanche, c'est compliqué. Là, on était en population, on va dire, générale, une population de transplantés générale. On a actualisé les données de l'hépatite alcoolique récemment et communiqué au congrès de l'EASL.
à 5 ans, il ne se passe rien, mais à 10 ans, effectivement, on retrouve à peu près la même cinétique de courbe. Donc si on veut préserver effectivement la survie à long terme, soyons vigilants sur cette possibilité de rechute qui touche particulièrement les patients. Et avec Jérôme, voilà, avec bien sûr Montpellier et nous, à travers 2 publications, on a bien entendu décrit le risque de cirrhose récidivante du greffon sur consommation excessive d'alcool et leur histoire naturelle qui est dramatique. La probabilité de décompenser en termes d'années, alors après transplantation hépatique, mais surtout dès qu'on a une cirrhose alcoolique récidivante, c'est inéluctable. Et vous voyez ici à droite les survies qui sont catastrophiques. Donc ça aussi, ça sera un enjeu majeur. Je vous rappelle que c'est la maladie alcoolique du foie avec ou sans CHC, c'est la première indication de greffe en France. Donc il faut être particulièrement vigilant sur ce point. Alors voilà, la maison à construire, elle n'est pas complètement finie, mais en tout cas, il faut sûrement connecter tous ces acteurs pour améliorer la prise en charge des patients. Ça sera ma dernière diapositive. Merci pour votre attention.